Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a donc le plan européen du médicament qui a été mis en place par l'Agence européenne du médicament. Le but, c'est qu'on attend que l'étude adulte, l'essai clinique adulte soit terminé avant de démarrer le programme pédiatrique, où on peut démarrer par la pédiatrie s'il n'y a pas d'équivalent chez l'adulte. Et on utilise des critères de jugement en général qui sont un petit peu moins invasifs que chez l'adulte, ou en tout cas avec des limites. Par exemple, la loi Jardet, qui est la loi éthique qui est en place en France, elle impose un volume de sang maximum quand on fait les analyses de pharmacocinétique, pharmacodynamique, PK/PD en pédiatrie. Donc il y a quand même des spécificités. Donc ensuite, comment ça se passe? Eh ben, on a phase 1, phase 2, phase 3. En général, c'est très compliqué et très long de faire les phases les unes après les autres. Donc, il peut arriver qu'on poule ces designs d'études. Par exemple, on associe la phase 1 et la phase 2, on associe la phase 2 et la phase 3. Il faut toujours avoir le consentement écrit des deux parents. Ça, c'est très important, et l'assentiment de l'enfant. Les notes d'information doivent être adaptées à l'âge. Et puis, quand on fait des essais cliniques pédiatriques, il faut avoir des autorisations des agences régionales de santé, des ARS, comme lieu de recherche biomédicale pédiatrique. Donc, tout le monde n'a pas ces autorisations. Donc, il y a des difficultés d'inclusion dans les essais thérapeutiques avec des blocages et des solutions. Alors déjà, d'où est-ce qu'on part? On part d'une population générale qui est peu ou non éduquée en santé publique, encore moins en ce qui concerne les essais cliniques. On l'a vu dans toute la problématique de la vaccination. Ça, c'est de la vaccination Covid. C'est une diapo que j'avais faite avant le Covid et qui est encore plus d'actualité. Il y a beaucoup de préjugés sur ces essais médicamenteux. Je ne veux pas que mon enfant soit un cobaye. Ça a été aggravé par les médias, donc les affaires du Mediator, dont vous avez entendu parler probablement, l'affaire BioTrial, qui est un peu plus récente. Et puis, alors là, maintenant, avec le Covid, c'est terrible. Les laboratoires pharmaceutiques sont motivés par des aspects financiers. Les médecins investigateurs sont achetés par le laboratoire. On ne connaît rien des effets secondaires des nouvelles drogues. Donc ça, c'est d'où on part. Et ce qui est assez terrible, c'est que ce manque d'éducation, dans son rapport à la recherche, à ce que c'est que la recherche, il est également présent dans le milieu médical, le milieu paramédical. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui fait que la France a perdu son leadership dans beaucoup d'essais cliniques médicamenteux en particulier. Il y a aussi parfois une opposition entre la médecine médicamenteuse et la médecine alternative, on en parlait tout à l'heure. Et si on prend l'exemple de ce bouquin, Les enfants cobayes, qui vous montre un enfant sous chimio sans cheveux, et avec des gens qui font la promotion des médecines alternatives en opposition à la chimiothérapie, par exemple, puisque c'est le cancer de l'enfant, il faut être factuel, il faut savoir leur répondre, il faut leur dire, en fait, en 90, l'enfant tuait 70% des enfants. Aujourd'hui, c'est même beaucoup plus que 70%. En France, c'est 85% des enfants survivent après un cancer. Et pourtant, il y a certains médecins, certaines associations qui vont demander une médecine très individualisée avec des techniques alternatives. Et ça aussi, c'est le monde dans lequel on est. Et il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas opposer la médecine alternative à la médecine entre guillemets traditionnelle. Il faut l'associer, moi je pense, c'est ça qu'il faut faire. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc, je vous montre des exemples d'essais cliniques qu'on a menés pour montrer que ça n'était pas incompatible. L'étude Sofrocaire, dont les inclusions étaient un vrai succès. 200 patients en 2 ans dans un essai randomisé contrôlé sur des adultes et des ados avec cardiopathie congénitale qui avaient des séances de sophrologie dont le critère de jugement était la VO2, la réhabilitation sur l'essai de Boston, l'étude sur l'ostéopathie de Necker. Donc, il y a quand même des essais cliniques qui utilisent des stratégies non médicamenteuses et que nous devons porter en aidant les professionnels de santé qui sont en charge de ces différentes techniques, soi-disant, alors moi j'appelle ça adjuvant plutôt qu'alternatif. Et puis, c'est sûr que parfois les échecs ils vont effacer tous les succès. L'échec de l'affaire du Mediator, l'affaire de BioTrial vont malheureusement effacer tous les succès sur les essais cliniques.
Il y a aussi un effet assez négatif des, réseaux sociaux qui peuvent être plutôt défavorables que promoteurs dans la recherche clinique, même s'il y a des réseaux sociaux, comme vous voyez en bas à droite, là, OrphanDev, où c'est des réseaux sociaux qui donnent l'accès aux essais cliniques existants aux familles qui pourraient être éventuellement intéressées. Mais en général, les réseaux sociaux, c'est plutôt défavorable. Et puis après, les parents vont être partagés par rapport au fait d'inclure leur enfant dans un essai clinique, surtout s'il est tout petit. Ils se sentent déjà coupables vis-à-vis de la maladie chronique de leur enfant. Ils ont l'impression qu'on va faire subir des nouvelles contraintes liées à l'essai clinique chez leur enfant. Et parfois, leur avis à eux deux n'est pas totalement consensuel, ou en tout cas, ils ne vont pas avancer au même rythme sur l'adhésion à un éventuel essai clinique. Il faut l'accepter. Les deux parents, ce n'est pas une entité. On n'est pas parents, on est père, mère, de mère, peu importe. Mais en tout cas, on est parents. Et à partir du moment où vous avez deux personnes, eh ben, vous risquez d'avoir des avis qui vont ne pas avoir lieu en même temps. Et ce n'est pas grave. Souvent, les parents vont avoir envie de nous dire oui si moi je suis le cardiopédiatre chercheur. Ils ont envie de me dire oui si je suis leur médecin référent. Mais en même temps, c'est compliqué pour eux de me dire non. Enfin voilà, ils ont peur de décevoir, de me décevoir s'ils me disent non et que je vais moins bien m'occuper de leur enfant. Donc, il faut les rassurer là-dessus. Alors, les risques de ne pas inclure ou de ne pas développer de la recherche, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec le recul de la France en Europe dans les essais de phase 3, où il y a une perte de… Moi, je le vois comme une perte de chance d'un patient pour participer à un essai innovant, en particulier pour les maladies rares. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'une molécule qui est le macitentan, alors ce n'est pas du tout pour faire la promotion de cette molécule, parce qu'en fait, faire un essai clinique, c'est aussi prendre le risque que le résultat soit négatif. Donc, le macitentan, ce n'est pas un essai négatif, c'est un essai positif, mais qui a été très compliqué à mettre en place. Et en tout cas, en France, c'est un des rares pays où il ne sera pas remboursé. Voilà. Donc, c'est quand même perdre le lead dans la recherche, c'est aussi ça. Ça peut être ça, la conclusion. Et puis, on est quand même dans un monde où vous voyez l'état des finances publiques, l'état des hôpitaux publics. C'est quand même une source de financement majeure pour les hôpitaux, la recherche. Majeure. Et donc, ça, probablement, vous ne le percevez pas, vous ne l'expérimentez pas beaucoup, probablement, dans votre vie quotidienne. Mais quand on fait beaucoup de recherches, on a des aides des gouvernements ou du laboratoire industriel, si c'est de la recherche industrielle, pour recruter des médecins, pour venir nous aider, nous les chercheurs, à mener ces recherches. Et donc, les centres qui sont forts chercheurs sont aussi les centres qui ont le plus de médecins. Voilà, sans citer aucun CHU, il y a des CHU qui fonctionnent mieux que d'autres parce que leur investissement en recherche, il est conséquent. Et moi, ce n'est pas ma motivation, mais en tout cas, c'est sûr que dans un monde de qualité de vie au travail, pour nous-mêmes, d'avoir 4 assistants, dont 3 sont payés la recherche, plutôt qu'un seul payé par l'université, un chef de clinique, c'est quand même beaucoup plus favorable. Voilà. Et moi, je peux vous assurer qu'en tout cas, ça fonctionne très, très bien dans le recrutement du personnel, puisque moi, j'ai travaillé pendant 10 ans à Montpellier, et avec ce programme de recherche qu'on a développé, dans un centre où il n'y a pas de chirurgie cardiaque, où on envoyait tout dans les autres centres de chirurgie, on était 8 équivalents temps plein, dont 4 assistants, et 4 assistants plus 4, ça fait 8. Sur un petit centre, c'est essentiellement payé par la recherche. Et ça amène de la qualité de vie sur les astreintes, sur le fait de pouvoir se surspécialiser dans certaines choses parce qu'on a le temps. Et donc, c'est quelque chose… Moi, encore une fois, j'utilise ce DU comme une plateforme pour vous sensibiliser à certaines choses. Après, vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Mais c'est sûr que se plaindre, comme font les Français, ça aboutit parfois à se tirer une balle dans le pied, alors qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent dans notre pays, en particulier l'argent public pour la recherche, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, voilà, c'était une petite parenthèse sur le financement. Et puis, alors après, les solutions… J'ai une question. Oui, allez-y. Comment on fait pour, si on a un projet, pour aller chercher des financements? Eh bien, il y a… alors, ça dépend déjà de ta thématique, parce que les financements
sont donnés par… alors, je parle de l'argent public, hein. Les financements dans l'argent public sont donnés dans des thématiques. Par exemple, l'année dernière, si je me rappelle bien, la fondation ARC, qui est une fondation contre le cancer, sa thématique, c'était lutte contre la sédentarité, je ne sais plus quoi, dans le cancer. Bah, moi, j'ai foncé dessus. C'est ma thématique de recherche, la VO2, la réhab. Donc, j'ai postulé à ARC. Il y a un an ou deux aussi, la thématique des PHRC. Donc, les PHRC, c'est la DGOS, la Direction générale de l'offre des soins. C'était santé mentale dans les maladies chroniques. Et bien là, Johanna Calderon et moi, on a créé Cali NeuroRehab pour axer sur la santé mentale. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est quoi ta thématique, c'est quoi la population, et du coup, il faut postuler là où on a le plus fort de chances que cette année-là, c'est la thématique soutenue par le jury. Parce que ça change, évidemment. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de se faire aider par des gens qui savent. Et il y a des cellules dans les CHU qui s'appellent les directions de la recherche et de l'innovation, DRCI, direction de la recherche clinique et de l'innovation, où vous avez des gens qui sont là pour vous dire quelles sont les sources de financement publiques qui existent. Et puis, troisièmement, il faut savoir se faire aider de méthodologistes. Les méthodologistes, c'est vos enseignants de la LCA, vos épidémiologistes, vos médecins de santé pub, qui sont en fait ceux qui vont vous faire gagner. Parce qu'en gros, si je caricature, il y a 3 notes, 2 notes d'expertise scientifique, une note de méthodo. Si vous n'avez pas 18 sur 20 à la note de méthodo, vous pouvez repasser. Et alors, pour le voir régulièrement, je vois un nombre de jeunes ou de moins jeunes qui ont des idées absolument extraordinaires. Ils écrivent tout, ils font machin, ils font tout ce qu'il faut. Et puis, une semaine avant, ils se disent « Ah oui, le méthodo pour les stats, la petite partie stats, pas du tout. Ça. » Alors ça, il faut co-construire avec votre méthodologiste votre projet de recherche. Ça doit être votre premier partenaire, je pense. Et puis, il faut aussi avoir une bonne idée. Une bonne idée qui est dans la mouvance de la société dans laquelle on vit. Il ne faut pas viser les étoiles non plus si on n'a pas le CV qui va avec. Il y a une estimation de son curriculum vitae. C'est-à-dire, si on est très jeune et qu'on n'a pas d'expérience, il vaut mieux faire un projet qu'on est capable de mener à son âge, en fait. Moi, quand j'avais 30-35 ans, mes premiers projets de recherche, mais je n'ai pas fait des essais médicamenteux randomisés contrôlés. On m'aurait dit, il est rigolo celui-là, mais ça ne va pas, non? Donc, j'ai fait des petites études de qualité de vie dans les écoles. Et puis après, j'ai monté. Mais c'est la crédibilité du CV. Voilà, donc après, une jolie façon aussi de savoir rédiger des appels d'offres et de se former, c'est de faire des DU de recherche clinique ou faire un master de recherche clinique. La recherche clinique, ça vous servira toujours quoi que vous fassiez en fait après. Parce que même si vous ne déposez pas d'appel d'offres, ça vous apprend aussi à bien lire les articles, à être critique, le niveau d'evidence-based medicine, voilà. Je ne sais pas, c'est un peu flou ma réponse, hein, mais en tout cas, tu travailles où? À Nantes, À Nantes, en pédiatrie ou adulte? en adulte, mais pour la pédiatrie. En adulte pour de la pédiatrie. Donc, à Nantes, tu as une très bonne direction de la recherche clinique qui marche bien. Et donc, tu prends rendez-vous avec l'ARC qui est en charge de la cardiologie de ton réseau M3C, puisqu'il y a quelqu'un qui est en charge là-bas. Et puis maintenant, à Nantes, vous avez quand même un FHU, hein, une fédération hospitalo-universitaire depuis cette année, dont le directeur est Alban Baruto et les 2 co-directeurs, Bruno Lefort et moi-même. Et donc, on pourra être à même de t'aider si tu as des bonnes idées pour savoir où tu peux déposer. Merci. Mais c'est sûr que c'est compliqué, quoi. En fait, on démarre l'étude 2 ans après avoir eu l'idée. Donc ça, c'est frustrant. Et après, il y a faire aussi une thèse, faire un PhD quand on est jeune, même sans obligatoirement vouloir d'ailleurs faire une carrière universitaire. Moi, je vous incite à faire ça parce que déjà, vous allez être la génération qui va partir à l'étranger un jour ou l'autre. Et le PhD, c'est le meilleur diplôme à l'étranger, hein. Il n'est pas reconnu en France, très peu, mais à l'étranger, ce diplôme, la thèse d'université, c'est quelque chose qui vous permet de travailler sereinement. Bon, donc maintenant, vous avez les parents en face de vous et vous allez faire de la pédagogie sur la recherche. Donc, vous expliquez l'histoire du médicament.
par exemple, Rivaroxaban, ben voilà, on le donnait chez les vieux, on parlait comme ça aux parents. Et puis, on s'est aperçu que finalement, c'était mieux que les anticoagulants, un peu moins d'événements indésirables. Bon, l'efficacité est la même. Par contre, on ne peut pas le donner s'il y a un problème de rein. Voilà. Ça, simple. Ça veut aussi dire, quand on est pédiatre, qu'on connaît la littérature adulte. Sinon, ça ne marche pas. Et puis, si on ne sait pas, on va voir les copains cardio-adultes qui nous font un débrief. Et donc, on explique, OK, mais donc moi, j'aimerais bien le donner chez les enfants, mais je ne peux pas. Ben, pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'il n'y a pas l'AMM. Voilà, quand vous allez chercher du Doliprane à la maison, à la pharmacie, pourquoi vous l'avez en sirop et pourquoi c'est remboursé? Parce qu'il y a eu des enfants qui ont testé le Doliprane un jour. Ah bon? OK. Et donc là, vous expliquez, alors tous les parents ne sont pas capables d'entendre, mais la majorité, contrairement à ce qu'on croit, sont capables. Vous dites, d'abord, le Xarelto, on a fait chez l'animal. Et puis, il n'y a pas eu de problème particulier. Les résultats étaient positifs. On est passé chez l'adulte. Les résultats étaient positifs. Maintenant, c'est prescrit depuis X années. Certains parents vont vous demander les résultats des études adultes. Vous devez être capable de leur donner. On est dans une société éduquée. Donc, il ne faut pas qu'ils aillent sur Google. Il faut que vous donniez cette info. Et si vous la donnez bien, ils n'iront pas sur Google. Ou en tout cas, ils vérifieront que ce que vous avez dit, c'est la même chose sur Google. Et puis après, maintenant, on va repartir à zéro. On fait une phase 1. Une phase 1, c'est je donne une seule fois le médicament et je regarde comment il s'élimine dans le sang et les urines. C'est tout. OK. Bon, la phase 1, elle a été faite. On a la dose, on voit l'élimination. On passe à la phase 2. La phase 2, c'est je donne, une fois que la dose est connue, le médicament à votre enfant, mais on vérifie la tolérance. Et c'est en général sur des durées courtes. La phase 2, elle est faite pour voir s'il n'y a pas trop d'effets indésirables. Il faut le dire, ça. Parce que si vous ne le dites pas quand vous faites l'information et que derrière le parent part avec la note d'information épaisse comme ça et qui dit qu'il y a tous les risques dedans et que c'est en désaccord avec votre discours oral, il n'acceptera pas. Pas simple la phase 2 à expliquer et pas simple d'inclure dans une phase 2. La phase 3, c'est le médicament est connu en termes de dose, il est bien toléré, maintenant on veut voir son efficacité. C'est l'essai randomisé contrôlé contre placebo, par exemple. Donc ça, vous, en tant que médecin, vous devez être capable de l'expliquer à des patients. Et l'attitude donc, des investigateurs en pédiatrie, elle est très importante. Il faut expliquer que les enfants étaient longtemps défavorisés par rapport aux essais adultes avec le plan européen du médicament qui essaie de résoudre ce problème. Il faut recueillir l'avis des deux parents sans contrainte, laisser le temps de réflexion, ne pas minimiser les effets indésirables du médicament, sinon il y a le décalage dont je vous ai parlé. Et il faut être pragmatique et en disant qu'il n'y a pas d'autre alternative, de toute façon. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution que les essais cliniques pour tester une drogue, en tout cas maintenant. Il est important de montrer que les résultats sont parfois pas ceux attendus et qui sont négatifs. Et que les étapes sont contrôlées, des étapes contrôlées par différentes agences, l'Agence européenne du médicament, l'Agence française du médicament, qui est la NSM, le comité d'éthique, les unités de recherche clinique dont on a parlé tout à l'heure, les DRCI, les centres d'investigation clinique pour les CHU qui en ont. Là aussi, si vous faites un essai clinique, un jour, médicamenteux, que quelqu'un vient vous voir pour le faire, ne le faites pas sans un CIC. Ce n'est pas sérieux. Certains le font parmi nous. Des gens, peut-être même qui vous ont fait cours ici. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça. Surtout dans des maladies rares, des maladies complexes et de la pédiatrie. Vous avez des centres d'investigation clinique dont c'est le métier. Ça n'est pas notre métier, les PKPD, etc. Même si moi, j'ai une HDR de recherche clinique. Donc, j'ai la compétence. Je suis référent d'un centre qui CIC pédiatrique. Mais moi-même, je ne ferai jamais d'essai clinique sans un CIC pédiatrique. Et donc, vous avez des CIC un peu partout adultes et dans certains centres, vous avez des CIC pédiatriques. Et le dernier contrôle, c'est le service où est menée l'étude parce que nous-mêmes, on peut dire ben non, cette étude ne m'intéresse pas ou là, l'enjeu ne me va pas par rapport à mes patients. Donc, il y a quand même différentes étapes de contrôle, il faut l'expliquer aux parents. On peut expliquer aussi, moi, ça, c'est ce que je faisais. Je donnais l'exemple d'une ordonnance d'un de mes chefs de clinique, Arthur. Voilà, on a changé le nom, où on montre aux parents, alors voilà, il a du Ciprol, c'est du propranolol en ATU, c'est très compliqué pour l'avoir.
Il a du captopril avec des gélules déconditionnées, c'est hors AMM. Il a de la coumadine, c'est hors AMM. Et donc, parfois, il suffit même, j'ai juste besoin de prendre l'ordonnance du patient, de le montrer à la mère et dire, alors ça n'a pas été testé, ça n'a pas été testé, ça n'a pas été testé. Donc là, les parents tombent de leur chaise parce qu'ils disent, quoi? Mais ça fait des années qu'il prend ça, ou voilà, avec une confiance absolue. Et donc, et on leur explique que la recherche, c'est pour éviter ça. Et donc, idéalement, quand on veut inclure, ce qui est pas mal, c'est que le médecin référent soit aussi l'investigateur. Ça, c'est la solution idéale. C'est pour ça que des médecins-chercheurs, inclueurs et référents sont en général ceux qui incluent le plus dans les essais cliniques. Sinon, vous pouvez faire une consultation en binôme. L'investigateur vient avec le médecin référent. Ça, c'est une bonne solution. Le pédiatre peut suspendre l'étude à tout moment, ainsi que la famille de l'enfant. Et on peut faire rencontrer le patient avec une famille qui a déjà participé. Ça, c'est possible. Alors, quand on regarde les freins, les motivations, ça, c'est une étude qui avait été faite aux États-Unis. Qu'est-ce qui faisait que les parents américains mettaient leurs enfants dans un essai clinique? Un, leur propre enfant est concerné. Deux, ils veulent améliorer la qualité de vie des autres enfants. Les freins à la recherche clinique, c'était 73% sont intéressés, mais une majorité n'ont jamais été approchés pour participer à un essai clinique. Les effets secondaires qui font très peur. Et les préférences pour être informés dans cette étude, c'est en consultation par les amis, par la famille, et certainement pas par les réseaux sociaux ou par la publicité. Donc, c'est probablement la même chose qu'en France si on faisait ce genre d'études. Il y a des erreurs à ne pas commettre, c'est recueillir par téléphone ou par courrier le consentement du parent absent. Ne faites jamais ça. Jamais, jamais, jamais ça. C'est déjà interdit. Ça met votre responsabilité pénale en jeu. Et c'est fait régulièrement. Oui, non, c'est bon, il est d'accord. Non. Vous devez avoir les deux parents, un oui ferme et une signature ferme. Surtout pour un essai médicamenteux. Il y a des essais cliniques où on accepte de ne pas avoir la signature du deuxième parent. Mais il faut que le comité d'éthique il ait validé ça. Une étude de qualité de vie, OK. Mais un essai médicamenteux, jamais. Tous les essais de loi Jardé 1, c'est-à-dire les essais interventionnels, en particulier médicamenteux, chez les mineurs, 2 parents. N'oubliez pas non plus d'informer les autres praticiens en charge de l'enfant. Si vous avez un patient qui a une cardiopathie congénitale et, je ne sais pas moi, un asthme grave, et qu'il est régulièrement vu par le pneumologue qui change ses traitements régulièrement, dans votre même hôpital, informez quand même les autres spécialistes que cet enfant va être potentiellement dans un essai clinique. Et il faut toujours recueillir l'avis de l'enfant. L'enfant ne signe pas dans la loi. Parfois, on leur fait faire un petit gribouillis symbolique, mais il doit avoir émis un avis positif qui s'appelle l'assentiment. Donc ça, c'est hyper important de recueillir l'assentiment de l'enfant. C'est très rare qu'on ait les deux parents d'accord et l'enfant qui hurle en disant « Non, ne me piquez pas, je ne veux pas qu'on me fasse les PKPD ». Ça, c'est très rare, cette situation. Mais si ça arrive, ne faites pas. Donc, le processus du consentement, c'est prendre son temps, informer complètement, si possible en plusieurs temps, pour leur laisser le temps de réfléchir. Mais de toute façon, il faut toujours y avoir un délai de réflexion. Pas de pression sur la famille, il faut obtenir un oui franc. Être honnête, ne pas minimiser les risques. Remettre la norme d'information aux deux parents. Informer l'enfant et lui demander oralement son assentiment. Laisser un temps de réflexion, adapter la situation. Il n'y a pas de délai légal dans la loi. Revoir tout le monde pour répondre aux questions et prendre son temps. Recueillir la signature des deux parents. Recueillir l'assentiment de l'enfant. Et vous, investigateur, vous signez à la fin. Pas de contre-signature, de rature, de date qui change. C'est interdit. Un centre qui fait ça et qui a une visite réglementaire de l'Agence du médicament, voire de l'Agence européenne, il peut perdre son label. Donc, pas de bêtises. Donc, du point de vue des investigateurs, ce qui est compliqué, les freins du côté des investigateurs, c'est que la formation est incomplète en recherche clinique. Qui parmi vous a reçu vraiment une formation correcte en recherche clinique? C'est pathétique, je trouve. Parfois, on vous demande de faire des masters sur la souris, on ne vous a même pas informé du b.a.-ba de la recherche clinique. Le processus est parfois compliqué. La responsabilité est très importante pour l'investigateur principal, ça peut faire peur.
Il y a beaucoup d'énergie pour peu de patients à inclure et la charge clinique, elle est déjà lourde. Donc, on nous demande en plus de faire de la recherche, donc c'est compliqué. Et quelqu'un qui fait beaucoup de cliniques, c'est difficile parfois de s'impliquer en recherche, sauf que moi, je dis toujours aux cliniciens qui n'ont pas obligatoirement une carrière universitaire devant eux, ça va améliorer leur pratique de soins. Parce que dans une recherche, vous allez être surveillé, contrôlé, mais par vous-même en fait. Quand on va vous demander, là on a un essai clinique qui démarre sur les nouveaux traitements dans le Kawasaki, l'écho-cœur qu'on va faire, sachant qu'elle va être contrôlée par 3 personnes après nous avec les Z-scores de taille de la coronaire, je peux vous assurer que si vous rentrez dans cet essai clinique, vous allez savoir faire les échos des coronaires. Et moi, c'est comme ça que j'ai aimé la recherche au départ. Je me suis dit, c'est dingue, en fait, je suis meilleur en VO2 parce que du coup, toutes mes VO2, elles sont évaluées à Boston pour voir que mes gaz soient bien calibrés, que d'une VO2 à l'autre, je ne fais pas n'importe quoi. Donc, en fait, tu réfléchis à 2 fois quand même. Voilà, on n'est plus dans la recette apprise par le PUPH. Voilà. Donc, et on lit les recos parce qu'on est obligé. Parce que quand on a le protocole, on a toute la littérature actualisée. Il y a beaucoup de cours d'enseignement que je fais grâce au protocole de recherche auquel je participe parce que je dis, ah oui, ils ont mis la dernière publi. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc les solutions, vous faites aider les réseaux des CIC pédiatriques, l'expérience des autres centres investigateurs. Vous vous formez en recherche clinique, il y a des DU, il y a des masters. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps, il y a des formations en ligne, formations en bonne pratique. Vous avez ce qu'on appelle les GIRSI. Donc ici, on est dans le GIRSI SOO, sud-ouest. Il y a un GIRSI, c'est groupe de l'EI, je ne sais plus ce que ça veut dire, interrégional de recherche clinique. Pour avoir des financements, pour celui qui nous a demandé, le Nantais, tu as un GIRSI aussi dans ta région, je ne sais pas comment il s'appelle, parce que je ne pense pas qu'on soit dans le même, Bordeaux. En tout cas, nous, c'est Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Limoges, Poitiers, les DOM-TOM. Ça, c'est le GIRSI SO. Et après, il y a Marseille avec tout autour. Enfin bref, il y a 5-6 GIRSI. C'est pour des projets des jeunes, justement, 30-35 ans, jeunes investigateurs, interrégional. Moi, mon tout premier projet CaliRéhab, je l'ai financé comme ça. Et donc, ça, c'est une bonne idée pour un jeune chef ou jeune PH ou très vieil interne. Et donc, ils ont des formations en ligne sur le site du GIRSI pour les bonnes pratiques cliniques en recherche, les BPC, que vous devez obligatoirement valider pour être investigateur. Mais c'est vraiment le B.A.-BA, c'est le niveau 0. Hein. Mais faites au moins ça. De toute façon, vous ne pourrez pas être investigateur si vous n'avez pas les BPC, c'est obligatoire maintenant. Dans vos CHU, vous avez les formations BPC qui existent aussi. Mais c'est presque le moins intéressant. C'est vraiment le truc très réglementaire. Quelles sont mes responsabilités d'investigateur? Le consentement, comment on le signe? Enfin, appréhender la recherche clinique par là, si c'est votre première vision de la recherche clinique, ça va vite vous agacer. Mais bon, en tout cas, il faut le faire. Motivez vos collègues pour être plusieurs investigateurs. Ça, c'est plutôt sympa de travailler comme ça, au sein d'une même équipe. Comme ça, on se dynamise. On se rappelle les critères d'inclusion qu'on oublie à chaque fois. Ne s'engager que pour un nombre minimal de réalistes d'inclusion. Ça ne sert à rien de dire que vous allez inclure 40 cardiomyopathies dilatées sarcomériques si vous ne les avez pas. Ne pas vous engager dans un nombre trop important, donc que vous n'arriverez pas à tenir. Et puis, pour le financement, vous avez maintenant ce qu'on appelle le contrat unique, qui vous permet de financer le temps médical et les ARC sur des comptes recherche industriels en limitant les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel c'est important d'avoir des notions, puisque dans le reproche qui peut être fait aux médecins-chercheurs de toucher de l'argent de l'industrie, ce qui est tout à fait légal, avec des démarches particulières, mais c'est tout à fait légal, vous avez la possibilité maintenant, moi c'est ce que je fais, d'utiliser le contrat unique, c'est-à-dire que je dis je ne veux pas mes honoraires de médecin, moi je ne touche rien, tout va sur un contrat unique, et sur mes honoraires, je peux acheter des trucs, le petit déjeuner du DIU par exemple, des choses comme ça, ou des salaires, des vacations. Ça me permet de ne pas avoir de conflit d'intérêts et de faire des expertises à l'agence du médicament. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant en place et qui aide les chercheurs dans cette pénurie d'argent dans les hôpitaux publics à avancer correctement. Mais ça, c'est pour la recherche industrielle. Donc en conclusion, il y a trop de médicaments hors AMM en cardiopédiatrie avec un niveau de preuve insuffisant, sans trop de situations, dans beaucoup trop de situations, pardon. On doit tous être acteurs et participer aux essais thérapeutiques
et trouver des soutiens, donc les sociétés savantes, les réseaux de soins, les réseaux CIC, les associations de patients, les DRCI que je n'ai pas noté, mais qui sont vraiment importantes. Connectez-vous sur le site de votre GIRCI, GIRCI, de votre région, comme ça vous verrez les appels d'offres de votre région. Demandez aux chercheurs de votre spécialité de vous aider. Moi, si vous m'envoyez un résumé par mail de votre étude, je pourrais vous dire à la louche, à la grosse louche, le budget, l'envergure et si votre CV va avec ou pas. Moi, j'expertise beaucoup d'essais cliniques. Lâchez pas vos idées, acceptez des refus aussi sur vos appels d'offres. Il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a eu un refus une fois, 2 fois. Faut renvoyer, renvoyer, renvoyer. Les expertises que vous allez recevoir vont améliorer votre projet. Et vous allez toujours finir par gagner si votre idée est bonne. Et donc, ça, c'était pour vous donner des exemples d'essais industriels. Mais on va peut-être faire la pause et puis on continuera après. Ça vous va, comme tout est arrivé? Allez, c'est bon, parfait. Petite pause. S'il vous plaît, une toute petite question. Oui, allez-y. À propos des questionnaires, si on a une recherche, les questionnaires, il y a un box pour les questionnaires ou bien il faut écrire les questionnaires? Les questionnaires de qualité de vie? Oui. Alors, il y a beaucoup de questionnaires de qualité de vie qui existent. Mais pour la pédiatrie, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi, j'utilise soit le KidScreen, soit le PetScale. C'est 2 questionnaires de qualité de vie qui existent. Et on les a mis maintenant sur des tablettes pour éviter d'avoir le remplir par papier dans le cadre de projets de recherche. Et puis, pour l'adulte, ça dépend ce que vous voulez regarder. Si c'est très général et que ce n'est pas une étude de qualité de vie, mais vous voulez juste savoir à peu près comment va votre malade, le SF36, c'est le plus générique que beaucoup de gens utilisent. Voilà. Après, il y a plein d'autres questionnaires, mais si vous voulez être simple, retenez ça. À mon avis, PetScale pour l'enfant et SF36 pour l'adulte. Merci beaucoup. Poser une autre question? Oui, allez-y, pardon. Est-ce qu'on peut envisager de faire un essai un peu plus ambitieux, mais en étant accompagné par un autre PU ou un PH ou quelqu'un qui a un CV plus imposant? Ah oui, tout à fait. Ça, moi, je le fais régulièrement. Parfois, on a des essais cliniques où on a un junior qui va vraiment être celui qui va être très impliqué, par exemple, dans sa thèse. Tu vois, Arthur Gavoto, que j'ai encadré dans sa thèse d'université, le dernier, là, qui est mon dernier thésard et qui va soutenir bientôt. Il n'avait pas un CV suffisant pour être porteur de certains essais cliniques, mais par contre, il y en avait un en particulier qui l'intéressait à un essai médicamenteux, il voulait y participer. Il y a activement participé, ne serait-ce que dans le design, dans la rédaction, dans le screening des malades, dans les réunions qu'on doit faire avec les autres partenaires. Voilà. Il a été vraiment très actif, mais à 30 ans, il ne peut pas porter un PHRC national alors qu'il n'a jamais rien remporté avant. Donc moi, j'ai été porteur de celui-là, et lui, il était le thésard. Donc, dans ces cas-là, il est premier auteur et moi dernier. Donc ça, c'est des choses qui se font très rarement, parce que ça veut dire aussi que ton jeune, il doit rester longtemps dans l'équipe, parce qu'un essai clinique médicamenteux, entre le moment où tu as l'idée et le moment où tu as fini, il y a 5 ans, quoi. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et l'inverse est vrai. Moi, j'ai gagné trop d'appels d'offres au GIRCI, donc je suis blacklisté et je ne suis plus considéré comme un jeune chercheur. Donc, j'ai eu CaliRehab, dont j'ai été le concepteur. Mais la personne qui, chez moi, fait la réhab et vraiment la clinicienne de haut niveau sur la réhab, c'est Sophie Guillaumont, que vous avez vu, qui a monté un centre de réhab. Et ben, elle a été porteuse du projet parce que, elle avait le bon CV, c'était son métier, donc elle était légitime. Et que si j'avais mis moi, on aurait probablement perdu parce que j'avais déjà remporté, que j'avais déjà l'HDR, je n'étais plus considéré comme un jeune. Alors que le GIRCI, ils aident les nouvelles personnes qui démarrent un peu leur recherche. Donc, il y a toute une stratégie, mais en général, de toute façon, le porteur, il n'est jamais tout seul. Après, il ne faut pas mettre de prête-nom. S'il y en a qui font ça, c'est-à-dire ils mettent un jeune alors que tout est piloté derrière par un plus vieux, et on voit bien que le jeune, il est piloté, mais il ne va pas avoir une grande implication. Ça, nous, les reviewers, quand on le lit, on n'aime pas ça. Il ne faut pas non plus mettre un prête-nom. Mais si dans le dossier, tout est écrit, ça, les experts, ils aiment bien. Si tu écris, bon, c'est porté par tel PU, mais c'est tel chef de clinique ou tel assistant ou tel PH,
qui va faire ça, ça, ça. Il n'y a aucun problème. Il faut dire la vérité, en fait. C'est d'ailleurs très bien perçu, même. Ok, merci beaucoup.